Actualité politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Au menu cette semaine, l'autorité affaiblie de Nicolas Sarkozy après le premier tour des élections législatives partielles du Doubs et une Marine Le Pen, un front national renforcé avec de nouveaux électeurs. Michael Darmon, bonjour. Et bonjour, oui, UMP, c'est le rassemblement des divisions. À l'étranger, à quelques semaines de la venue de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, les relations entre le Premier ministre israélien et le président américain Barack Obama sont plus que jamais tendues. Christian Mallard, bonjour. Oui, et au milieu, bonjour, et au milieu du jeu du billard à trois bandes. Rouhani, Obama, Netanyahou, on va en parler. Et dans la seconde partie de votre émission, nous aurons la joie d'accueillir Reza Pahlavi, le prince héritier d'Iran. Il aura fallu 2 jours à l'UMP pour se mettre d'accord sur la stratégie du second tour de la partielle dans le Doubs. Et finalement, le parti a choisi de justesse le ni Parti socialiste, ni Front national. Et le souci, c'est que c'est le résultat de plusieurs couacs. D'abord, la numéro 2 du parti, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'a pas attendu Nicolas Sarkozy pour donner sa consigne de vote. On l'écoute. Moi, je peux vous dire quelle position j'y défendrai dans ce débat. Et j'y défendrai la position que j'ai toujours défendue, à savoir, si j'étais, moi, personnellement, confrontée à ce choix, à cette alternative, et avec regret, sans gaieté de cœur, néanmoins, je choisirais de voter pour le candidat qui est opposé au candidat du Front National. Pour le candidat socialiste. C'est un choix. Pour le candidat socialiste. C'est un choix personnel, oui, en l'espèce. C'est un choix personnel, et c'est position personnelle que j'ai toujours défendue et que je défendrai mardi au bureau politique. Donc là, on assiste, Mickaël, en direct à l'autorité écornée de Nicolas Sarkozy. Éclatée même d'ailleurs. À cet instant-là, hein, on est lundi matin, Nicolas Sarkozy avait donné consigne à tous ses cadres de ne rien dire et d'attendre le bureau politique qui devait intervenir le lendemain. Il a certainement également dû donner ses consignes par téléphone puisqu'il était aussi à Abu Dhabi en train de gagner sa vie. Conférence. Ça, c'était son activité privée. Mais pendant ce temps-là, son parti se déchirait à Paris et Nathalie Kosciusko-Morizet applique tout simplement son contrat. Elle a fait mettre, on s'en souvient, dans je dirais, le communiqué et ses prérogatives de numéro 2 donc de l'UMP, sa liberté de parole. Elle l'avait dit, elle l'avait signalé. Je garderai toujours ma liberté de ton. Nicolas Sarkozy l'a appelé la veille, il savait pertinemment qu'elle allait dire ça. Il a dit essaye de pas trop mettre le feu. Bien évidemment, elle y est allée et elle a dit ce qu'elle a dit. Pourquoi a-t-elle autant de mal à prononcer le mot PS, Parti socialiste? On voit bien, il faut que notre confrère lui tire. Parce que c'est la symbolique, elle a tout dit. Oui, enfin, elle a tout dit. Elle dit tout jusqu'au. D'autres l'ont dit, Larcher l'a dit, Juppé l'a dit après. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est la symbolique, effectivement, d'une autorité qui est absolument plus que contestée et qui confirme une fois de plus que Nicolas Sarkozy a de moins en moins de plaisir à diriger ce parti. Il faut qu'il s'en aille. Donc Nicolas Sarkozy a moins de plaisir à diriger ce parti et du coup l'UMP est totalement affaiblie. On ne la retrouve même pas au second tour de cette élection. Et UMP éliminé donc après la législative partielle. C'était déjà le cas de figure, donc il faut savoir en 2012. Il faut savoir aussi que, ce qui est intéressant, c'est une élection législative partielle dont on dit en général que ça n'a pas de son national, c'est partiel, c'est scrutin local. Ça fait exploser en ce moment le parti à droite au sommet. Pourquoi? Parce que tout cela arrive au cœur des divisions qui s'installent, des stratégies tactiques, grandes, petites manœuvres pour la primaire de 2016. Et c'est ça qui, au fond, explose à la figure de Nicolas Sarkozy. Il n'arrive pas à installer l'autorité qu'il arrivait à l'époque à installer. Le pays de Montbéliard est traditionnellement, depuis la 4e République, un fief de gauche. Oui, c'est une terre de gauche. Donc est-ce que ce fief... Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à nouveau les socialistes vont gagner et que ça va être le nouveau tremplin relance de François Hollande? Les électeurs le diront. Ce que l'on voit surtout, c'est que également c'est le Front National qui arrive en tête dans cette élection, qui arrive largement en tête, comme les sondages nationaux il y a quelques jours le donnaient. Ça veut dire que la leçon de ce scrutin, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le sursaut national après les attentats,
et les traductions électorales. Pas de traduction électorale du sursaut national. Donc aucun impact. Ça, c'est effectivement le premier renseignement. Alors, pendant ce temps, du côté justement du Front National, dès le lendemain de ce premier tour, de ces élections, i24 News a reçu en exclusivité la présidente du Front National. C'est dans le grand direct de Jean-Charles Banoun. Et au cours de cette interview, la patronne du FN appelle à une politique de défense autonome vis-à-vis des menaces extérieures. On l'écoute et on décrypte. Beaucoup des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui sont liées à des interventions qui n'ont peut-être pas toujours été tout à fait appropriées. C'est la raison pour laquelle je plaide pour que la France ait une politique diplomatique et une politique de défense qui soit autonome, qui soit indépendante, parce que nous avons dans bien des cas suivi, et il faut bien le dire, les Américains, dont je ne suis pas sûr que c'est toujours un jugement très juste lorsqu'ils interviennent à l'international. Donc là, on a une Marine Le Pen déjà candidate à 2017 qui parle de sa stratégie en termes de politique extérieure, déjà, si on de politique prend de un peu défense. de recul quelques instants, Marine Le Pen sur i24 News, chaîne diffusée à partir donc de Tel Aviv, on voit bien effectivement ce que cela signifie pour elle, c'est-à-dire l'intérêt de s'adresser à un public large qui est sensibilisé sur toutes les questions des internationales, de terrorisme, Proche-Orient, communauté juive, etc. Cela veut bien dire que pour Marine Le Pen, c'est une cible politique extrêmement importante. Parce que si elle est validée, et il s'avère qu'elle est souvent validée par des électeurs français qui se trouvent soit en Israël, soit donc en France, eh bien ça veut dire que pour elle continue à avancer dans sa stratégie de dédiabolisation pour pouvoir accéder ou tenter d'accéder au pouvoir. Si on faisait une photo de la situation actuelle, avec un Hollande qui rebondit, une Marine Le Pen qui est au zénith avec des sondages qui la donnent au premier tour, au deuxième tour, est-ce que finalement, la photo aujourd'hui, ce n'est pas un deuxième tour de la présidentielle de 2017, Hollande-Le Pen et Hollande vainqueur? Quelque part, eh bien, je vais vous dire, pour cette fois, aujourd'hui, je vais vous dire, vous avez raison. Quelque part, la martingale rêvée de François Hollande pour 2017, eh bien, c'est la partielle du Doubs. C'est-à-dire, il sait très bien que le Front National est ancré et aujourd'hui a toutes les chances, même si d'autres pensent le contraire, comme par exemple Jean-Christophe Cambadélis, qui est le patron du PS, qui pense que Marine Le Pen peut-être plafonner à partir de 2016. Mais disons d'autres et pensent qu'effectivement, elle peut être qualifiée aujourd'hui donc pour le second tour de l'élection présidentielle. Ensuite, c'est le PS qui arriverait derrière, et l'UMP derrière. Pour François Hollande, c'est au fond la situation idéale. C'est la raison pour laquelle François Hollande n'a de cesse de vouloir que Nicolas Sarkozy soit le candidat, parce qu'il considère que, comme il dit en privé, il considère que Nicolas Sarkozy, pour lui, est le meilleur perdant. On peut imaginer qu'un Nicolas Sarkozy devienne très rationnel, sage, et dise « je me retire au profit de Alain Juppé, qui est le meilleur candidat pour battre Hollande ». Alors ça, on est un peu dans le domaine de la science-fiction, anticipation, voire science-fiction. Ce qui est certain, en tout cas, ce qu'il y a dans votre question et qui soulève aussi ce problème, c'est qu'on comprend de plus en plus, on le savait, on l'avait entendu, mais là on le voit de plus en plus, et c'est patent à travers la gestion également de cette affaire, ce pataquès incroyable, cette semaine de panique à l'UMP, on voit bien que Nicolas Sarkozy, qui a été désavoué 2 mois après son retour en bureau politique, eh bien, n'avait pas envie de revenir. Il a été obligé de le faire parce qu'il fallait donc se protéger contre les affaires, parce que sinon c'était Fillon ou Juppé qui prenaient le parti alors que lui restait chez lui. Il a été en fait surtout influencé, comme souvent, par ceux qui voulaient reprendre les postes. Par ceux qui lui ont dit « tu verras, c'est facile ». Tous les Sarkozystes historiques qui étaient au restaurant pendant 2 ans, pas du tout Fouquet, qui faisait les amis de Nicolas Sarkozy toutes les semaines, et qui voulaient reprendre les postes, qui voulaient reprendre toute la bande historique, c'est-à-dire Hortefeux, Charon, et c'est terminé tout ça. Estrosi, tout ça, ces gens-là. C'est terminé. Ils ont sensibilisé Nicolas Sarkozy en disant « tu reviens, tu seras le patron ». Tu reviens et nous reviendra. Mais en fait, pour l'instant, il ne revient pas. Les choses ne se passent comme prévu. Est-ce que l'UMP, c'est pas le nouveau PC, le parti de la cacophonie? Allez, tout est politique. La crise entre Obama et Netanyahou.
La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le président américain Obama ne rencontrera pas le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui sera donc aux États-Unis le 3 mars pour un discours devant le Congrès américain. D'abord avec vous, Christian Mallard, cette visite du Premier ministre israélien aux États-Unis à 2 semaines des élections en Israël a totalement pris de court la Maison-Blanche. Oui, complètement. Et puis, ça a été négocié, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que Netanyahou joue la majorité républicaine au Congrès contre Obama. C'est vrai que tout ça a été concocté entre Joe Bonner, l'un des responsables du Parti républicain, et Netanyahou, qui voulait absolument venir devant le Congrès faire un discours pour dire à quel point il est hostile à tout accord qui pourrait intervenir, c'est fort possible, sur le nucléaire avec l'Iran. Alors Obama est furieux parce que lui, pour l'instant, Obama est en train de jouer un jeu un peu trouble. On sait pertinemment qu'il essaye de négocier un accord qu'il qualifierait d'historique avec l'Iran. Mais pourquoi un jeu trouble? Il le dit clairement. Non, Obama est prêt à faire... Attendez, Obama est fait après plein de concessions, est prêt à faire plein de concessions aux Iraniens pour obtenir cet accord. Et Netanyahou... Est-ce que ce sont des concessions ou est-ce que c'est une analyse qui consiste à dire avec les sunnites, avec le wahhabisme qui à la fois joue double jeu sur le financement du terrorisme et sur le pétrole? Il y a deux choses. Il n'y a pas au fond changé d'alliance? Est-ce qu'il n'y a pas changé d'alliance? Il y a deux choses. Obama, et c'est Netanyahou qui l'accuse avec le gouvernement israélien, aurait fait à peu près 80% de concessions aux Iraniens. C'est-à-dire quoi? Quelles sont ces concessions? C'est-à-dire qu'au départ, les Iraniens disposent jusqu'alors de 19 000 centrifugeuses pour fabriquer cette fameuse bombe nucléaire. Et tous les experts de l'AIEA à Vienne vous disent il aurait fallu ramener ça à 2000 centrifugeuses. Or, Obama serait d'accord pour dire aux Iraniens, dans les tractations secrètes, on vous en laisse 7000. C'est suffisant pour fabriquer, peut-être sur un laps de temps plus long, la fameuse bombe nucléaire. Donc, Netanyahou est en train de dire, urbi et orbi, Obama est en train de nous faire un coup dans le dos, et je pense qu'il n'a pas tort. Donc Obama a peur que Netanyahou rallie davantage d'opposants républicains sur un accord potentiel avec l'Iran. Oui, d'autant plus, finissons la Maison-Blanche. Finissons le raisonnement. D'autant plus que les républicains majoritaires au Congrès réclament plus de fermeté et plus de sanctions vis-à-vis du régime iranien en lequel ils n'ont pas confiance. Et là-dessus, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi là-dedans la stratégie du coucou un peu de Netanyahou qui, au fond, s'invite partout. Non mais les gens veulent. À Paris, c'était pareil. Les gens étaient un peu étonnés de le voir arriver. Mais ce que disait Elisabeth est juste. Là aussi, pour à Washington, c'est assez intéressant. Ce que dit Elisabeth est juste. La date du 3 mars, c'est quand même intéressant parce que c'est 2 semaines avant le jour du scrutin. Avant le jour du scrutin en Israël. Donc c'est choisi. Et là, on sent qu'il y a une connivence claire et nette contre Obama entre Netanyahou et les républicains majoritaires au Congrès. C'est grave pour Israël, ça? Non, parce que je pense, écoutez, je ne prends pas parti, je suis lucide, je connais quand même bien l'Iran, je connais ce régime, et je me dis, franchement, je sais que Michael ne va pas être content, on ne peut pas faire confiance au régime des ayatollahs. On ne peut pas faire confiance au régime des ayatollahs. Et là-dessus, je donne raison. Et à Netanyahou, je ne suis pas langue de bois. Ce que l'on constate également, c'est qu'on a pendant des années fait confiance, parce qu'on avait les Mali avec le pétrole, avec les pays sunnites, et qu'au fond, on sait très bien que ce sont eux qui financent le terrorisme. Là-dessus, je vais apporter de l'eau à votre moulin. J'apporte de l'eau à votre moulin aujourd'hui. J'ai envie de dire, il faut le Nini. Tiens, le Nini. Ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran. Parce que c'est vrai que vous avez raison. Vous avez raison. L'Arabie Saoudite a longtemps, et finance encore un peu, les mouvements islamistes, terroristes et tout, pour acheter sa propre sécurité. Donc là, je serai dans le ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite. Ce sera ni voiture, ni camion. C'est pas sûr, il y a le gaz de schiste, après tout. Maintenant, et puis il y a le pétrole algérien. Ah oui, on a le pétrole. Allez, tout est politique. On en reparlera dans beaucoup d'autres émissions. Le carburant politique. Tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, votre image de la semaine, et vous l'avez choisie, c'est Marine Le Pen qui est venue sur le plateau d'i24 News en début de semaine. Oui, parce qu'effectivement, c'est important pour elle, dans la stratégie présidentielle, de montrer qu'elle est, au fond, sortie de cette diabolisation médiatique dans laquelle le Front National avait été cantonné pendant très longtemps. Et en fait, maintenant, elle peut aller sur tous les médias. Elle veut prouver qu'elle n'est pas antisémite. Bien évidemment, elle veut prouver, elle veut montrer, elle veut établir qu'elle peut parler de tout et
qu'effectivement elle est détachée des questions ou des suspicions d'antisémitisme comme son père avait pu donc l'être à l'époque, puisque elle, sa cible, c'est plutôt l'islam plutôt qu'au fond le judaïsme. On le voit bien pour Marine Le Pen, c'est la différence un peu de génération. C'est important pour elle, on se souvient déjà en 2012 et avant la campagne de 2012, au Front National, il y a eu des efforts pour pouvoir visiter des tentatives, un musée de la Shoah, que ce soit aux USA ou en Israël, parce que c'est important pour elle de placer ces symboles et de marquer les esprits pour dire, voilà, si je peux être accepté, si je peux arriver, si je parle très librement et sans polémique sur une chaîne de ce qui s'est passé sur une chaîne israélienne, alors je suis aussi en capacité de pouvoir conquérir par les autorités israéliennes. Est-ce que l'électorat juif peut être convaincu d'une forme ou pas de sincérité? Est-ce que vous pensez que l'électorat juif peut être convaincu de ça? Je vais vous dire une chose, dans cette émission, on a l'habitude de dire les choses librement. Il y a une partie de l'électorat juif qui est tentée et qui est séduite par le discours de Marine Le Pen, qui tente de créer une sorte d'arc, je dirais, quelque part des colonies de Jérusalem jusqu'à Saint-Cloud sur la lutte nécessaire d'ailleurs contre le terrorisme islamique. Christian, très peu de temps, vous l'avez oublié, donc c'est l'interview, votre image de la semaine, c'est l'étonnante interview de Bachar el-Assad, c'est sa première interview au Washington Post à la presse américaine depuis 2 ans. Bachar el-Assad est étonnant, il reçoit un journaliste du Washington Post qui est Jonathan Taperman et il lui dit « Je vous reçois parce qu'aujourd'hui, franchement, l'Occident et nous, les Syriens, nous avons le même combat contre le terrorisme islamique. » Simplement, au bout de l'entretien, Jonathan Taperman dit « J'avais en face de moi un psychopathe, un sociopathe, un menteur qui croit en ses mensonges et qui n'a pas changé d'un iota sur sa position, qui ne reconnaît pas la mort de 200 000 personnes et le déplacement de 700 000 personnes en dehors de Syrie. » Merci messieurs, vous restez avec nous sur i24 News car juste après les infos, nous recevrons le Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, le prince héritier d'Iran. À tout à l'heure.